Imaginez une voiture de course, conçue pour gagner, qui finit par se voler à 300 km/h. Bonjour, bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la Mercedes CLR. Mais du coup, avant de te parler de la CLR et pourquoi ce qui s'est passé en 99 a mené à une décision aussi radicale, faut que je t'explique l'histoire de Mercedes dans le sport auto. En fait, Mercedes, c'est peut-être la marque actuelle qui a l'implication la plus ancienne en sport automobile. Avant même que Daimler et Benz fusionnent en 1926, ils participaient déjà à des courses. Notamment Benz qui en 1894, oui, 1894, ils participèrent au Paris-Rouen, la première course automobile de l'histoire. Ils ont été dans toutes les catégories imaginables, et notamment dans les années 50 au Mans. En fait, en 1955, ils engagent la Mercedes 300 SLR. La voiture, elle a un 8 cylindres en ligne de 310 chevaux. Elle peut taper 290 km/h. Encore une fois, aujourd'hui, tu te dis, bon, 290 km/h, rien à foutre. À l'époque, c'était monstrueux. Et pour compenser le fait que ces freins à tambour étaient moins efficaces que les premiers freins à disque de la Jaguar Type D à l'époque, parce que Jaguar avait pondu un véhicule avec des freins à disque, ils ont même rajouté un aileron arrière qui se déployait au freinage. Encore une fois, en 55. C'est-à-dire que les voitures aujourd'hui le font, mais en 55 c'est du jamais vu. Tu vois, aujourd'hui t'as encore ça sur des voitures performante. Malheureusement, au 35e tour de la course, Pierre Levègue, qui pilotait la 300 SLR, se fait surprendre dans la ligne droite des stands par un certain Lance McLean, qui lui-même est déjà en train de manœuvrer quand il est surpris à son tour par Mike Hawthorne dans sa Jaguar. C'est un cercle sans fin, c'est un human centipede de voiture. Le résultat, c'est que la Mercedes s'envoie dans un talus, tue Levègue sur le coup, prend son envol, finit dans les stands et tue 82 personnes. Ça a été un drame tel que Mercedes a signé son retrait de la compétition automobile à la fin de l'année et ils ne reviennent jamais en compétition jusqu'à 1997, 42 ans après le drame. Nous sommes en 1997 et Mercedes domine absolument tout avec la CLK GTR et la CLK Le Mans en GT1. Le problème, c'est qu'arrivé en 1999, la catégorie GT1 s'effondre totalement, donc plus de championnat et on ne sait plus quoi faire de toutes ces caisses. La CO, qui organise Le Mans, propose une nouvelle catégorie, LM GTP, pour Le Mans GT Prototype. Une catégorie qui comprend des prototypes fermés ultra rapides. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Mercedes décide de s'attaquer aux 24 heures du Mans en 99, ils viennent pas pour jouer, ils viennent pour écraser la concurrence. Toyota, Audi, BMW, tous sont dans la course, mais Mercedes veut les dépasser, littéralement. Mercedes se dit que c'est l'occasion de tout miser sur la vitesse pure au Mans, puisque à l'époque, il n'y a toujours pas la chicane des Hunaudières. Aux commandes, on a des pointures. On a Gérard Ongard, l'ingénieur en chef, Hans-Joachim Schurer, responsable châssis, et en haut de la chaîne, Norbert Haug, patron de Mercedes Motors. C'est absolument pas un projet amateur. C'est les gars qui ont déjà cartonné avec la CLK GTR et la CLK Le Mans. Se lance alors le développement de la CLR, une machine radicale, uniquement pensée pour pulvériser tous les records en ligne droite. Développée dans les ateliers d'AMG à Affalterbach, en partenariat avec HWA, l'équipe de Hans Werner Offerwecht. Au niveau de son développement, chez Mercedes, ils se sont axés sur un point super simple, la vitesse avant la stabilité, quitte à sacrifier un petit peu de tout le reste. La CLR est donc conçue comme un missile. Très basse, elle fait moins d'1 mètre de haut, c'est peu, hein. C'est-à-dire que ça m'arrive à la taille, ça arrive à peu près à la taille de tout le monde. Très courte et ultra lisse, avec un appui aérodynamique minimal. L'idée, c'est de percer l'air, pas de s'y accrocher. Alors sur le papier, c'est super beau, hein, et en soufflerie, ça tient plutôt bien. Mais voilà, le cahier des charges, ça va être leur piège. Le Mans, c'est surtout des lignes droites, longues, très longues. Alors chez Mercedes, on fait un choix simple. On veut la voiture la plus rapide possible en ligne droite. Et sur circuit plat, comme à Monza, là où ils ont fait les essais, c'est assez rassurant. Mais il y a un détail que les ingénieurs n'ont absolument pas pris en compte. Le comportement de la CLR sur des bosses et en aspiration derrière une autre voiture. En fait, la CLR est ce qu'on appelle une voiture à effet de sol très sensible. Elle génère une partie de son adhérence avec l'air qui passe sous la caisse. Mais dès que ce flux est perturbé, par une bosse ou par la turbulence d'un autre prototype, la CLR ne sait plus où elle est. Ah, je suis où? Ah, c'est grave, ça. L'avant se soulève, l'air passe en dessous, et d'un coup la voiture se transforme en aile d'avion. Ce qui lui donne littéralement un effet de lift. Si t'as déjà pris l'avion, au décollage, cet effet de soulever lente mais ferme, c'est ce qui arrive. Certains ingénieurs de chez Mercedes avaient repéré le problème. Ils ont vu que le centre de pression aérodynamique était trop reculé sur la voiture.
que l'empattement était ultra trop court et que la CLR pouvait littéralement piquer du nez et décoller à tout moment. Mais le projet était déjà lancé, le temps leur manquait, et Mercedes avait une obsession, être sur la grille, quoi qu'il arrive. Alors ils ont continué, sans test complet, sur circuit bosselé, sans vraie simulation en peloton à haute vitesse, parce que dans les bureaux de Stuttgart, on pensait que tout allait tenir. C'est comme ça que la CLR est arrivée au Mans. Rapide, agressive et surtout très instable. Et c'est que après les 2 crashs de Mark Webber lors des essais et du warm-up que Mercedes a tenté à la hâte de sauver les meubles. Ils ont rajouté des petits flaps sur le capot avant, allongé l'empattement, modifié l'aileron, mais c'était vraiment du bricolage d'urgence sur une voiture fondamentalement mal réglée. La CLR, elle aurait jamais dû rouler, mais elle l'a fait, et le reste, le voilà. Voilà, regardez. Indemne de façon tout à fait miraculeuse. Il est 20h49, c'est Peter Drumek, l'Écossais qui est au volant de la Mercedes numéro 5. Elle s'envole littéralement pour s'écraser dans les bois un petit peu plus loin, on craint le pire. Cette voiture connaît le 3e problème de cette sorte qu'elle a. Elle a fait ça 2 fois aux essais malheureusement avec Mark Webber. Bon, maintenant, faut que je prenne le temps de t'expliquer un truc super important. C'est justement ce fameux effet de sol et pourquoi la voiture c'était une bombe à retardement. En fait, l'effet de sol, c'est quoi ? C'est le fait de créer de l'aspiration sous la voiture. Tu fais passer de l'air super vite sous la caisse qui crée une sorte de vide d'air qu'aspire la voiture au sol. C'est super pratique pour aller vite dans les virages sans glisser. En fait, pour te simplifier la chose, pour que tu comprennes un peu mieux, sur un carburateur de moto ou de scooter, si tu as déjà eu une moto ou un scooter, normalement oui, si tu es sur cette chaîne, c'est que t'es passé par l'étape scooter ou 50 à boîte. Le principe de ton carburateur, c'est un effet Venturi, ça te fait un cône qui se rétrécit, avec le moteur qui aspire de l'air vers l'arrière, et une buse qui balance ton essence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que juste ton essence arrive là, et l'effet d'aspiration tire l'essence avec elle. En fait, on cherche à faire la même chose sous la voiture. C'est-à-dire que on crée une poche d'air avec derrière sa poche de vide et du coup ça aspire l'air et ça plaque la voiture. Mais voilà, le problème étant le suivant, plus cet effet est fort, plus il est instable. Et si jamais quelque chose vient le perturber, genre une bosse ou je sais pas, une voiture devant toi qui fait n'importe quoi, on déstabilise le flux d'air. Et la Mercedes CLR, elle était construite quasi exclusivement autour de cet effet-là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait de recherche sur le reste. Pas beaucoup d'appui avec les ailerons, juste un gros tunnel d'air sous la voiture. Du coup, si tout se passe bien, la voiture est plaquée, mais si l'avant se lève un chouïa ou que l'air passe mal en dessous, hop, tu perds l'effet de sol. Et là, comme si t'éteignais un aspirateur qui tenait la voiture au sol. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, quand on était gosse, il y avait ces petites voitures télécommandées qui étaient vendues comme montant au mur. C'était le même. En fait, t'avais un espèce de micro-aspirateur à l'intérieur qu'aspirait la voiture sur le mur. Un peu une reproduction de cet effet-là. Mais du coup, si t'éteins l'aspirateur qui tient la voiture au sol, l'avant se lève un petit peu plus, l'air commence à s'engouffrer en dessous, et c'est là que la voiture se transforme en aile d'avion inversée. Imagine une aile d'avion dans ta tête. À l'envers. Elle ne cherche pas à s'élever, elle cherche à descendre. Mais si tu la bascules dans le mauvais sens, donc la forme de la CLR finalement, ben quand tu lui fais prendre une petite bosse à 300 et qu'elle a son effet de lift, en fait tu lui donnes son impulsion, et elle vole quand même. Mais pas là où tu voudrais. Et c'est exactement ce qui arrivait à la CLR. Elle est passée de voiture de course à planeur expérimental sans prévenir personne, en pleine ligne droite, à 330. C'est ce qu'on appelle une voiture avec un effet de sol trop sensible. En fait, l'effet de sol trop sensible, c'est un terme fourre-tout pour t'expliquer que, encore une fois, comme la 917 que je t'avais expliqué précédemment, ça a été fait avec des tolérances bien trop basses et que ça fonctionne en soufflerie où tout est contrôlé. Mais dans le vrai monde, dans la vie réelle, à la seconde où tu changes une des constantes de cette histoire, rien ne va plus. Et c'est le ticket pour l'espace. Pour comprendre jusqu'où Mercedes était prêt à aller pour dominer le sport auto à la fin des années 90, il faut remonter un peu, avant la CLR, avant le looping. Bienvenue dans l'histoire d'un petit coup de génie, pas très fair-play. On est en 1996. La McLaren F1 GTR est la reine du championnat GT. Un monstre de technologie avec un V12 BMW, un châssis carbone et un palmarès qui fait peur. Mercedes, lui, est encore en train de réfléchir. Ils n'ont pas encore leur voiture, mais ils ont une idée brillante et un peu tordue. Plutôt que de perdre du temps à réinventer, pourquoi pas simplement voir ce qui se fait de mieux et le démonter tranquillou. Mais attention, pas directement. Pas au nom de Mercedes, ce serait trop visible et trop risqué. Alors ils envoient un gars de chez Mercedes Trucks. Oui, les camions. Officiellement, le mec n'a rien à voir avec la compétition. Et il contacte un proprio britannique qui possède une McLaren F1 GTR. Et lui dit « Hey, on aimerait juste louer ta voiture pour des tests privés, juste pour essayer, promis. » Le mec accepte. La voiture traverse la Manche, et là... Bienvenue dans un épisode de Mission Impossible. Sauf que l'équipe, c'est AMG. Et leur mission, démonter la F1 GTR pièce par pièce,
Scanner, mesurer, étudier, analyser. Chaque détail, chaque courbe, chaque vie s'est passée au peigne fin. Et en quelques mois, Mercedes pond sa propre machine de guerre. La CLK GTR, une bête encore plus sauvage. Et dès 97, la CLK GTR explose tout sur son passage. McLaren, écrasé. Le monstre a créé un monstre plus gros que lui. Et tu veux le twist final ? Quelques années plus tard, Mercedes et McLaren deviennent partenaires en Formule 1, main dans la main, comme si de rien n'était. Comme si Mercedes n'avait pas, quelques années avant, littéralement emprunté le jouet pour le reproduire à l'identique. La moralité, prête jamais ta caisse à un constructeur allemand, surtout si t'envoies un mec de leur section camion. On en arrive à la semaine du drame. Déjà, ça se passe pas bien. Globalement, sur les premiers jours, en essai libre, Mark Webber, qui était le pilote de l'époque, décolle une première fois. La voiture, elle décolle, détruit absolument tout sur son passage, mais tout va bien pour Mark Webber. Mercedes répare la voiture à la hâte et pense que c'était juste un cas isolé et que tout va bien. Le samedi matin, Webber redécolle une seconde fois. Et là c'est clair, la voiture a un problème fondamental. Les pilotes alertent et certains ingénieurs veulent complètement retirer la voiture de la compétition. Ça fait beaucoup là, non ? Mais la direction de l'écurie, Norbert Haug à l'époque, refuse. Il y a une pression politique du côté de l'Allemagne, on va dire politique, il y a une pression géopolitique du côté de l'Allemagne. On est Mercedes, on doit courir. Qu'il se dépêche, qu'est-ce qu'il fait lui ? Espèce de grand patapouf ! Du coup, dans la hâte, les ingénieurs sur piste à l'époque bidouillent des petits trucs histoire d'essayer de sauver les meubles. Ils ajoutent des petits flaps sur le capot avant, changent l'empattement de la voiture et modifient l'aileron arrière. Mais en vrai, ils corrigent pas tant le vrai problème qui est la prise d'air sous le véhicule. On en arrive enfin au jour de l'accident. Au départ de la course, il reste une seule CLR qui est encore en état. Elle est pilotée par Dumbrek. Elle semble stable, a priori sur les départs. Les heures passent et tout le monde marche sur des œufs. Vers 20h, Peter Dumbrek suit la Toyota. Concentré, il s'apprête à passer un virage. Ou plutôt, à passer en orbite. Chez Mercedes, c'est la panique. 30 minutes après le crash, Mercedes retire toutes ses voitures de la compétition. La marque est humiliée en public. La décision rapide est prise de se retirer complètement du sport automobile. Pendant 20 ans, Mercedes n'osera plus revenir au Mans ou dans des courses d'endurance. Tout ce bordel sur piste a généré des changements monstres dans l'organisation du Mans. À partir de 99, le règlement est renforcé et toutes les voitures doivent pouvoir prouver leur stabilité à haute vitesse. La FIA leur impose des tests dynamiques d'aérodynamisme. Le crash de la CLR, c'est un tournant historique dans l'histoire de l'automobile. Plus jamais on a laissé une voiture instable courir sur une course d'endurance. Ce qu'il faut garder en mémoire là-dedans, c'est que quand la pression du succès écrase la prudence, même les géants peuvent se planter. Mais bon, faut quand même que je prenne le temps de te le dire. Malheureusement, Mercedes n'a pas le monopole sur les voitures volantes. En fait, en 2015, t'as un mec qui s'appelle Jan Mardenborough, super pilote, un mec cool, qui vient du jeu vidéo à la base. Le mec a gagné la GT Academy, il y a eu un film là-dessus. Et en gros, Jan, il s'est retrouvé à rouler en GTR GT3 pendant une course en herbe sur la Nordschleifen. Et là, arrivé à Flugplatz, ce qui est super drôle, parce que Flugplatz, en allemand, ça veut dire l'aérodrome ou piste de décollage. Bah la voiture s'envole. Vraiment, ça s'invente pas. La voiture fait un flip, s'envole et retombe dans les tribunes. Un bordel, mon pote. Le truc horrible, c'est que Yann, lui, s'en sort, mais indemne. Rien. Par contre, il y a un spectateur qui meurt, et plusieurs blessés. C'était un peu tendu à ce moment-là. Et tu vois, bah ça, c'était en 2015. On est censé avoir des voitures sûres, avec des tonnes d'électronique, testées en soufflerie. Mais ça fait pas toujours tout, en fait. Ça part dans les nuages pareil, avec ou sans les ordinateurs, a priori. Le problème, c'est qu'on arrive à la limite de ce qu'on peut produire, je pense, en matière de stabilité de châssis. Et ça se voit, parfois. À partir de là, Nissan s'est retiré de la course, et même le Nürburgring a dû poser des limitations de vitesse sur certains secteurs. Voilà, parce que c'était peut-être la goutte de trop. Surtout sur une section qui, encore une fois, s'appelle piste de décollage. Ça inspire ? C'est chouette. Donc ouais, Mercedes n'a pas le monopole du looping. Mais eux, ils l'ont quand même fait 2 fois, avec la même gueule, sur le même circuit. Avec 44 ans d'écart. C'est un running gag. Bon, du coup, je trouvais ça un peu bizarre de terminer une vidéo comme ça. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un pouce bleu, ça nous aide de fou malade pour l'algorithme. Et ce qui nous arrangerait, c'est si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. On y répond, comme ça. Et pareil, si le concept vous a plu, dites-le nous. Allez, bisous.